podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Je suis accompagné ce soir de M. Louis-Philippe Roy. Du podcast. Hey, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Bien oui, ben oui. Hey, premièrement, on voulait vous dire bonjour à tous d'être à l'écoute. C'est un premier live. C'est un essai qu'on fait, là, vraiment. Là, Louis-Philippe m'avait proposé de faire de quoi? Parce qu'il y avait de quoi parler un peu sur le marché du porc. Moi, présentement, dans mes podcasts, je suis canné jusqu'à la fin avril. Donc, puis je suis vraiment dans l'intemporel. J'ai dit, tiens, vu qu'il est déjà habitué à faire des lives, j'ai dit, pourquoi qu'on ne le ferait pas? J'ai la plateforme, j'ai payé pour la plateforme Anyway. On va pouvoir le faire en interaction, en chat, en direct. Ça va être, on va l'essayer. Probablement qu'on va peut-être refaire l'expérience une autre fois. C'est pas... écoute, on n'a pas de plan établi là-dessus. Là. On est là pour avoir du fun aussi pour première des choses. Fait que on va vous dire, premièrement, bonjour à tous. Puis je voudrais remercier le prestateur chronique, le producteur des podcasts de garage, parce que c'est lui qui a fait le petit vidéoclip au début avec mon jingle. Donc, un gros merci, prestateur. Un moment donné, j'avais demandé s'il pouvait me faire ça. Il dit, oh, il m'a fait ça. Fait que super smart. Un gros merci encore. On voudrait dire aussi bonne journée internationale du droit des femmes aujourd'hui. Hey Christian, moi j'entends beaucoup d'écho. Je ne sais pas si ton bord, c'est correct. Là? Moi, j'entends pas d'écho. OK, mais regardez dans tes settings, il y a écho-cancellation dans audio. Un petit peu. Là, c'est moins pire, par exemple. Je ne sais pas si c'est mon Internet. C'est peut-être mon Internet à l'hôtel, là, mais... Ouais. Mais bon, excuse de t'avoir coupé. Ça, c'était cacophonique un petit peu. Là, tu parlais de la journée de la femme aujourd'hui, journée spéciale quand même. Oui, la journée internationale des droits des femmes. On n'a pas choisi cette journée-là parce qu'on était le 8 mars. On a choisi cette journée-là parce que c'est un mardi. Ouais, mais c'est comme je te disais, aujourd'hui, je me disais, ouais, là, finalement, oui, c'est ça, c'est le mardi. Moi, plutôt, ça donnait bien. Avoir su, j'aurais peut-être laissé ma place à une femme pour faire le show, là, mais regarde, quand on s'est parlé, ça fitait pour un mardi. Là. C'est ça, c'est aujourd'hui. Ah, Colin, c'est aujourd'hui. Ah ben, bon. En passant, pour le chat, on vous demanderait d'être respectueux dans vos propos. Autant que possible, que je vous remercierai. Je veux vous dire merci pour être respectueux. Donc, sur ce, Louis-Philippe, on va te laisser la parole. C'est bon. Tu vas nous faire un wrap-up un peu de tout ça. Ouais, mais c'est ça, je vais me présenter, puis salut à tous qui sont branchés avec nous ce soir. C'est cool de faire ça live. Je sais souvent que pour les gens qui écoutent le podcast, je fais jamais de politique au podcast parce que c'est pas le but du show, mais avec Christian, ça me tentait de parler un peu de la situation dans le port. Mais avant tout, je vais présenter mon entreprise, Louis-Philippe Roy. Je suis producteur avec ma conjointe à Saint-Michel-de-Bellechasse, dans la plus belle région du Québec, pas loin de Lévis, à 15 minutes de Lévis, un village exceptionnel. Non, mais pour être franc, petite parenthèse, c'est un des premiers villages du Québec. Donc, il y a une superbe historique à Saint-Michel. Donc, des fois, en vacances, ça vous tente de virer dans mon coin, Saint-Michel, c'est un village à visiter. Je suis établi en production porcine depuis 2013. Maintenant, ça fait 9 ans. Moi et ma conjointe, on ne vient pas du milieu agricole typique. Mes parents travaillaient en production porcine, mais pour Olimel. Mais ma conjointe, même son grand-père, il faut remonter à son arrière, quasiment même arrière-arrière-grand-père, pour voir de l'agriculture dans sa famille. Mais vu que mes parents travaillaient en production porcine, j'aimais le défi de la production porcine. On l'est déménagé à Québec parce que ma blonde a commencé l'université. On est ensemble depuis secondaire 3. Oh oui, on va fêter nos 20 ans en septembre. J'avais 15 ans, tu vois, je viens d'avoir 35 ans. Donc, j'avais 15 ans à l'époque. Félicitations. Oui, merci. Puis, 3 enfants en plus. Puis, fait que finalement, c'est ça, ma blonde, elle étudie en génie agro-environnemental parce qu'on parlait tout le temps de cochons à la maison, ça l'intéressait, elle était bonne en maths, elle était bonne en tout ce qui était ingénierie, tu sais, elle était en maths forte, puis tout, tu sais, des choses au secondaire que moi, j'étais pas, mais elle était là-dedans. Puis, fait que c'est ça, elle décide d'aller faire son bac là-dedans. À l'époque, je travaillais
pour un producteur en Beauce. Puis c'est là que l'idée, en 2006, on était en pleine crise du circovirus. Le prix du porc était aussi pas mal à terre. On commençait là, la crise 2008-2009. On était dans ces années-là. Puis je me suis dit, bon, ben écoutons, est-ce que comme entrepreneur, je pourrais utiliser une crise pour partir dans le secteur du porc? Ça n'a peut-être pas tout à fait fonctionné comme ça, mais l'idée première était là. Puis en 2009, à 2008, j'ai rencontré deux un producteur et une productrice qui avaient une ferme, 200 truies naisseurs finisseurs à Saint-Michel, pas de relève. Les enfants, vu la situation de la crise et tout ça, avaient décidé de ne pas reprendre la ferme. Puis ma blonde aussi s'est joint au projet. Au début, c'était plus mon projet, puis après ça, on a embarqué. Fait que j'ai travaillé pour eux 4 ans de temps, le temps d'acquérir tout ce qui est gestion, on peut dire, là, de la ferme, puis de gérer ça. Au niveau technique, j'étais quand même assez solide, mais c'est surtout plus au niveau de gestion. J'ai recommencé l'école aussi pendant 2 ans par les soirs pour me faire une formation parce que je n'avais pas de formation. Ma blonde finissait son bac, puis en 2013, on est tombés tous les deux propriétaires. À l'époque, on voulait que ma blonde ait une job à l'extérieur, mais la main-d'œuvre était déjà problématique dans le secteur du porc. L'employé qu'on avait engagé avait resté 2 jours. Donc, ma blonde a décidé de s'en venir à la ferme à temps plein. On a travaillé 2 ans tous les deux, tout seuls sur la ferme. Donc, puis là, maintenant, ben là, vu que ça faisait quand même plusieurs années qu'on était en couple, ben là, le projet bébé est arrivé. Fait que c'est là qu'on a commencé à avoir des employés. Puis, parallèle à ça, j'ai commencé aussi à m'impliquer aux éleveurs de porc, des 2 rives du comité régional, j'en suis président aujourd'hui. Puis, petit à petit, j'avais un intérêt pour m'impliquer davantage. Donc, je pense que ça va faire 5 ans maintenant que je suis rendu président des 2 rives. Fait que quand le président qui était là à l'époque a dit, moi, je veux me retirer, ça va prendre quelqu'un, mais j'ai levé la main, j'ai dit, moi, ça m'intéresse de reprendre un peu ce flambeau-là, puis des dossiers. Puis, tu sais, on venait d'acheter la ferme en même temps. Puis, je trouvais ça, j'étais comme, OK, on vient de négocier une convention de mise en marché. Moi, je suis pas assis autour de la table, je suis pas au courant de rien, je trouvais ça plate. Fait que j'ai comme, moi, je veux m'impliquer davantage. Fait que c'est ça. Fait que là, 5 ans, je suis tombé président. Puis des 2 rives, dans la région 2 rives, dans le fond, Christian, ça part de, mettons, on fait ça vite, là. La Pocatière, toute Bellechasse, Lobinière, je touche pas à la Beauce, Port-Neuf, Charlevoix, puis Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que c'est un méchant gros. Oui, c'est un méchant gros territoire. Puis. Ton micro s'est déconnecté. OK, j'avais accroché mon fil. Tu m'entends ça encore? Ouais, mais je pense que ton son rentre dans le micro dans la caméra de l'ordinateur. Ouais, mais c'est parce que ça a comme. Mon fil est comme tombé. Je pense qu'il est correct. Là. Non. Bon, on va continuer. C'est pas correct, Pantoute? Non. Ah, t'as un peu. Donne-moi 2 secondes. La magie du direct. C'est ça, la magie du direct. On le voit au podcast. Fait que, pour continuer, mais c'est ça. Fait que c'est la plus grande région. Sauf qu'on s'entend que non, ça serait pas correct. Si je ferme mon son, est-ce que tu m'entendais pareil? Là, je t'entends. OK, bon, c'est ça, ça devrait être correct. Fait que, oui, c'est ça. Fait qu'en Charlevoix, il y a quand même une bonne masse de producteurs, mais rendu au Saguenay, il y en a de moins en moins. Il y a eu une époque où il y en avait plus, mais il y en a de moins en moins. Mais quand même, j'ai des membres là-bas. Fait que j'essaie d'aller les visiter, mais d'aller aussi rencontrer des députés en même temps pour faire joindre l'utile à l'agréable. Dans le fond, Louis-Philippe, ça comprend Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale nationale Côte-Nord, Lévis-Bellechasse. C'est ça, c'est en plein ça. OK, puis Lobinière-Mégantic n'est pas là-dedans. Ça, c'est dans le fond, c'est les anciennes. Oui, OK. Oui, le Lobinière-Mégantic est dans mon comté, mais en même temps, là, ça se croise Beauce, Estrie, 2 rives, là, quelque part en haut là-bas. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, Beauce et 2 rives, c'est Capitale nationale, avant, voulaient garder ces 2 régions distinctes parce que c'était quand même des régions importantes. Fait qu'on en vrai, on est un conseil d'administration, on est une gang, mais on a décidé de garder 2 comités. OK. Fait que c'était divisé comme ça avant que moi j'arrive. Là. Fait que ça a été le même dans les fusions, tu sais, dans les grandes fusions de l'UPA, 2000, 2008, 2009 à peu près. Là. Ouais, l'UPA du futur, là. L'UPA du futur, c'est ça que je cherchais.
Fait que c'est ça. Fait que impliqué aux éleveurs de porc en tant que deuxième vice-président aussi. J'ai différents comités aux éleveurs que je siège, au Centre de développement du porc aussi, etc. Au niveau canadien, j'ai quelques comités, mais pas grand-chose. Mais puis en parallèle, ben j'ai le podcast aussi que je fais avec mon acolyte JP depuis maintenant 1 an et demi. Donc, bien occupé. Au niveau de la ferme, on était les premiers au niveau canadien cette année au niveau de la productivité avec une compagnie génétique. On travaille avec la compagnie génétique PIC, puis on a été premiers canadiens. On était bien fiers de ça, tout le temps, l'ouvrage qu'on a mis derrière ça depuis 1 an. On était deuxième l'année passée. Fait que cette année, premier. Fait que mes employés contribuent, ma conjointe contribue à tout ça. Je fais pas ça tout seul. Mais c'est une grande fierté pour nous d'être premier au Canada cette année. Ben, félicitations. Merci. Sérieusement, quand je compte tout le temps ça, mais quand j'ai acheté la ferme, j'avais dit à ma blonde, je disais, un jour, on va être les premiers. C'est ça l'objectif, c'est qu'un jour, on va être les premiers, on va se démarquer. Puis ma blonde a dit tout le temps, bah oui, c'est ça, on va être les premiers. Tu sais. Fait que là, cette année, elle n'a pas eu le choix de me dire, bah, écoute, tu me l'avais dit. Mais on est vraiment content parce que oui, il y a de l'effort derrière tout ça, mais aussi, tu sais, ça m'a démontré ce que je dis au podcast, la régie d'élevage, qu'est-ce qu'on fait, ben quand tu es capable, quand tu le mets en place, ben de l'autre côté, tu vas avoir les performances qui vont suivre. Bon, la maladie, tout ça, la santé peut venir impacter, mais quand même, les notions de base sont là. Fait que, on les fait chez nous. Fait que, par défaut, il faut que ça paye de l'autre côté. Yes. Puis, bon, tu es aussi à Longueuil, deuxième vice-président des éleveurs de porc. Moi, j'ai déjà été président au Centre du Québec des producteurs de grains dans le temps. Le syndicat des cultures commerciales du Centre du Québec. Là, c'est des comités, c'est pas mal plus de réunions, c'est pas la même affaire, là. C'est pas la même game, là. Ben, je te dirais, avant qu'on rentre sur le sujet, mais je te dirais depuis 2 ans, ça a augmenté les comités parce que vu les circonstances de la COVID, vu les circonstances du secteur, de notre secteur, puis l'incertitude que ça a créé depuis 2 ans, ben, tu sais, moi, comme président, je m'avais donné comme mandat d'informer le plus possible les administrateurs pour que eux, dans le champ, soient capables de distribuer cette nouvelle-là, puis répondre aux inquiétudes. C'est ça qui est surtout important. Fait que, tu sais, les fameuses, tu as sûrement fait ça, mais les fameuses conférences téléphoniques où ce que tout le monde disait son nom, puis c'était pas gérable au niveau du téléphone, mais quand la visio est arrivée, le Zoom est arrivé, ben moi, mon comité, ma gang, on l'a rapidement embarqué là-dessus. Fait qu'on s'est vraiment ajusté rapidement, mais c'est vrai que de caler une réunion maintenant à 3-4 jours d'intervalle, on fait un 2 heures à soir, ça a sa place parce que c'est rapide. Mais en même temps, le contact humain, les discussions les discussions de fond sont moins là que quand tu es en dedans un micro puis que tu sais ça fonctionne pareil, mais quand tu veux vraiment t'asseoir puis réfléchir puis faire avancer des trucs, des fois une bonne discussion en personne puis une bonne rencontre en personne, ça a sa place. Mais pour la rapidité, ben, des CA en Zoom, ben, c'est efficace aussi. Fait que, ça prend un équilibre. Je pense qu'on s'en va vers vers le bon bord, là, avec moins de COVID. Puis la chance de se revoir en personne, ben, ça va être bien plus facile pour la gestion éventuelle des conseils d'administration, tout ça. Mais ça a été une période difficile. Là, je vais rentrer un peu dans le dossier qu'on voulait se parler. Depuis 2 ans, depuis la COVID, ben, ça a été difficile pour beaucoup de secteurs, pas juste l'agricole. Il y a plein d'autres secteurs que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans différents domaines, des gens qui sont dans le restaurant, qu'eux ont vu les restaurants fermer pendant des mois de temps. Là. Moi, je me compte chanceux. Je me suis dit, malgré ce qui est arrivé, on a resté en production, on a eu des hauts et des bas, certainement, mais au moins, j'ai des gens que je connais qui ont peut-être même fermé leur commerce, là, ou qui sont à veille de le fermer parce que ça n'arrive pas. Fait que, nous autres, c'est pas tout à fait ça, mais on a quand même mangé à claque pareil. Fait que, pour revenir, pour se repositionner un peu dans le temps où ce que ça a vraiment commencé, ben, la COVID a commencé comme pour tout le monde, mais ce qui a fait mal le plus, c'est la fermeture d'une des abattoirs de Limiel qui est arrivée, les dates, là, ça fait déjà 2 ans, mais c'est au mois d'avril, c'était la première abattoir en Amérique du Nord qui fermait. C'était celle-là de Limiel. Puis, je ne porte pas un jugement sur les choix du gouvernement, mais on est quand même aussi
une province où on a été fermé plus que bien des autres places ailleurs en Amérique du Nord. Fait que par défaut, il faut comprendre que Olymel a subi un peu ces conséquences-là. Puis ben là, Olymel a subi ça, fait que ça a été nous autres aussi par défaut. Fait qu'après ça, ben, les cochons ont commencé à s'entasser dans les bâtiments. Puis c'était beaucoup d'incertitudes. Hein. Souviens-toi, on savait, les gens, on parle du papier de toilette, là, mais les gens, quand tu sais pas où ce que tu vas aller, mais la folie s'installe assez rapidement. Le papier de toilette, c'en est une, selon moi. Moi, se réfugier dans le papier de toilette, ça, je l'ai toujours pas compris. Non, c'est ça, moi non plus. Fait que tu sais, des fois, dans des moments de crise comme ça, il faut prendre un pas de recul, mais ça a été difficile au niveau de la COVID parce que, tu sais, les médias, j'ai rien contre les médias, mais, tu sais, tout ce qu'on se faisait dire au niveau des médias, c'était des morts, des morts et des morts. Fait que, tu sais, c'était gros, là, qu'est-ce qu'on s'est fait pousser. Fait que quand il est arrivé la fermeture de l'abattoir, les porcs en attente ont commencé à augmenter. Tu sais, faut comprendre qu'il y a une époque. Aujourd'hui, on est monté au maximum, je pense, c'est 230 000, 240 000 porcs en attente. Mais quand j'ai commencé comme président, après une période des fêtes, il y avait genre 40 000 porcs en attente. T'sais. Puis je me souviens dans une réunion du PA, puis il y a une productrice qui m'a accosté. Il m'a dit là, les porcs en attente, 40 000 cochons en attente, puis tout ça. Fait que là, aujourd'hui, je te dirais que si on aurait juste 40 000 cochons en attente, là, je serais vraiment content, tu sais. Mais faut tout le temps comprendre de où est-ce qu'on part. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'après, à la fermeture, ben, là, les cochons commençaient à s'entasser. Il y a eu aussi, il y a eu des acheteurs aussi qui nous ont ramenés devant la régie des marchés agricoles parce que, bon, eux autres avaient de l'incertitude, ne savaient pas où ils allaient aller. Tu sais, souviens-toi, dans les ports en Chine, là, il se passait plus rien. Fait que, tu sais, tout le monde a eu un peu la chienne, là, tu sais, de dire qu'est-ce qui va se passer. Bon, fait que, on est retourné devant la régie. On est arrivé avec une espèce de breaker, que je pourrais dire, d'un 65%, où ce que quand ça décrochait, mais on donnait de l'argent aux acheteurs. Mais sur le moment, je pense que la décision de la régie a fait en sorte qu'elle enlevait de l'argent des poches des producteurs, mais venait sécuriser les acheteurs. Après coup, je suis obligé de te dire que c'était peut-être pas ça qui s'est passé parce que les ventes de différents acheteurs en Amérique du Nord en 2020 ont été très bons. Mais en même temps, il y avait tellement d'incertitudes, on savait vraiment pas où qu'on allait aller, puis la régie était à la même place. Là. Je pense que tout le monde était là, tu sais. Fait que là, les ports en attente ont commencé là, ça commençait déjà à être difficile. Puis, tu sais, les producteurs ont commencé à partir de la COVID d'avoir beaucoup d'incertitudes puis de vivre avec ça. Puis là, je parle de mon secteur, là, dans les grains, c'est d'autres choses. Tu sais, que je pense juste du mien, là, mais c'est là que ça a vraiment commencé. Puis moi, j'ai vu vraiment au niveau des producteurs l'inquiétude s'installer, mais rester aussi. C'est ça qui est le pire, c'est que, tu sais, quand les cochons en attente ont commencé, il a commencé à faire chaud. Là, on se disait, là, on va-tu euthanasier des porcs? Tu sais, ces discussions-là revenaient. Tu sais, je me faisais appeler, Christian, là, regarde, hey, j'ai parlé avec un gars de telle place en Beauce, ils ont tué des porcelets. Tu sais, il y avait tellement de bruit sur la ligne que ça créait de l'incertitude à même les producteurs parce qu'ils entendaient quelque chose. Fait que tu sais, j'ai eu beaucoup d'appels pour essayer de justement calmer les feux, remettre les choses en place. Puis notre rôle, c'est ça aussi, là, comme président de région ou comme administrateur, c'est si on se fait dire une information, ben, c'est de la vérifier auprès de Longueuil, puis après ça, rappeler le producteur avec la bonne information. Puis moi, je m'assure tout le temps d'être bien transparent puis bien transmettre l'information que j'ai, parce que je me dis, si ça serait moi le producteur qui appellerait mon président régional, mais je voudrais avoir l'information, pour prendre la meilleure décision en soi. Fait que là, on a été capable, pendant la période estivale, justement, de baisser les ports en attente. Ça a été moins pire qu'on le croyait, qu'on est arrivé à une période dans l'été où il manquait de cochons. Fait que, tu sais, là, mais on vivait comme tout le monde. Tu sais, on se disait, le gouvernement nous dit que dans 2 semaines, ça va être correct, puis le défi 28 jours, puis l'autre défi 28 jours. Fait que, tu crées des attentes envers les citoyens, mais les producteurs aussi avaient ces attentes-là parce que tu te dis, bon, dans les abattoirs, il n'y aura plus de cas de COVID, ça va bien aller, ça va virer à 100%. Fait que c'est toute cette pesanteur-là de la situation qui fait en sorte que les producteurs, ils l'ont subi, eux autres aussi. Là, fait que là, après ça, on recommence à l'automne. Puis, bon, là, les ports en attente commencent à revenir parce que là, on s'en vient à Noël, tu sais. Puis là, fermeture encore après les fêtes. Fait que
là, on l'a monté l'année passée. Là, j'ai les chiffres par cœur, je m'en souviens pas tant, mais on l'a frôlé peut-être le 180 000 parts à Noël 2020. 2020. Encore là, tu sais, ouais, c'est ça, 2020. Fait qu'encore là, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problématiques. Puis, tu sais, moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions. Des producteurs m'appelaient, j'ai plus de place pour mettre mon sevrage. Fait que, tu sais, ce que je te compte là, il y a d'autres présidents régionaux qui ont vécu la même affaire. By the way, c'était pas juste ma région. Fait que c'est d'appeler à Longueuil. Tu sais, il y a quelques fois, j'ai parlé avec des gens de chez Olimel pour être capable de donner de la place à un producteur que lui, il était au bouchon, là, tu sais, il pouvait mettre de cochon. Puis c'est ça que, tu sais, j'ai un producteur qui m'a dit la semaine passée qu'il veut arrêter la production parce que tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, parce qu'il dit quand tu sais même plus où ce que tu vas mettre tes cochons dans 2, 3 jours, puis là, tu dors plus la nuit, là, tu sais, tu n'es plus capable de voir clair, puis c'est normal, tu sais, c'est inquiétant. Fait que, tu sais, c'est là que moi, j'essayais toujours d'être positif là-dedans. Voir le positif dans le négatif, ça a l'air bien beau, c'est utopique un peu, mais c'est comme ça que tu t'en sors, parce que quand tu gardes ton contrôle, tu essaies de voir en avant, mais c'est là que tu vas trouver des solutions, parce que souvent, il y a des producteurs qui m'appelaient, puis que il y avait des solutions, mais quand tu ne vois plus rien, tu n'es plus capable de les trouver, tu sais. Fait que, il y a plusieurs fois, puis, tu sais, j'ai jamais eu, pour être franc, j'ai jamais eu des producteurs qui m'ont appelé en détresse. Je sais qu'il y en a eu, mais j'en ai jamais eu. Mais j'ai eu des producteurs qui étaient pas contents. Ça, c'est correct, ça fait partie de la job. Puis c'est à nous autres de les aider. Mais dans la plupart du temps, ça a quand même bien fonctionné. Puis on a été capable de s'en sortir, puis avancer, puis trouver des solutions, comme je te disais, avec les gens de Chalimel, puis l'équipe aux éleveurs. C'est pas tout le temps parfait, ça c'est clair. Mais en même temps, on essaie de prioriser des cas problématiques, de gérer les urgences. Puis il y a des fois, je te dirais que les producteurs, ça reste, on est des humains. Fait que des fois, ce que je me faisais dire versus la réalité était pas tout à fait parfaite. Fait qu'il fallait aussi jumeler avec ça, jongler avec ça, puis s'assurer que ce que le producteur nous dit, c'est la bonne information, puis vice-versa, là, part et d'autre. Fait que fait que c'est ça. Là, on a passé Noël. Là, ça diminue là, rapidement. Tu sais, là-dedans, faut aussi saluer. Tu sais, Olimel a sorti des porcs là, à grande quantité. Il y a eu beaucoup de porcelets qui ont été vendus aux États-Unis, justement, toujours pour essayer de baisser la pression. Il y a toujours eu aussi des discussions avec le gouvernement pour essayer que le gouvernement soit aidant avec nous autres pour trouver des solutions. Ça n'a pas toujours été toujours facile. Il y a des moments que c'est difficile, mais tout le monde a essayé de trouver des solutions pour faire avancer ça. Mais tu sais, d'un jour au lendemain, tu avais des cas en Beauce qui commençaient à augmenter dans l'abattoir. Fait que, tu sais, il y avait des choses que même nous, même les acheteurs ne pouvaient pas contrôler. Tu sais, je parlais avec, je connais très bien Stéphanie Boitreau d'Alimensta, qui pendant une période de temps, il n'y avait pas de COVID au Bas-Saint-Laurent. Tu sais, souviens-toi, c'était comme une zone où il n'y avait pas de COVID, mais quand elle s'est fait toucher pour vrai, tu sais. Fait que c'était vraiment, il y avait des régions où c'était pire que d'autres, puis il y a des moments il y en avait moins, d'autres il y en avait plus. Fait que le printemps est arrivé, on diminuait les cochons en attente, ça allait super bien, les prix augmentaient, puis arriva la greffe. Puis ça, je pense que ça a été le plus dur morceau dans la dernière année, parce que les producteurs pensaient vraiment être arrivés comme à la fin de la COVID, à la fin des porcs en attente, à la fin de la gestion de ça. Puis là, nous autres, on était comme pognés à travers ce conflit-là. Notre rôle, c'était d'essayer de parler et de dire c'est quoi les impacts chez nous, comme producteurs. Mais c'était pas évident. On voulait pas prendre parti. Puis c'est normal. Là, je veux dire, ils ont le droit les gens, les employés de chez Olimel avaient le droit d'être en grève. Puis Olimel avait le droit de gérer ses affaires aussi. Mais on voulait pas s'incruster là-dedans. Et en même temps, c'était nous qui étions pris un petit peu en otage à travers de tout ça. Fait que dans la période d'été, écoute, c'était catastrophique. Je peux pas te dire le nombre d'appels que je me suis fait dire qu'on allait euthanasier des cochons. Que, tu sais, j'ai fallu aussi calmer les producteurs pour leur dire, regarde, il y a d'autres options, on vend des porcelets, on essaie je te dirais on gérait ça, pas au jour, mais la semaine, quand on voyait le nombre de porcs augmenter, il y a des réseaux aussi importants qui ont vendu un gros nombre de porcelets. Dans les autres provinces,
est-ce que c'était un peu semblable, les usines fermées, des ports en attente? Oui. Ouais. Il y a eu, dans le fond, surtout Red Deer, dans le fond, l'abattoir d'Olimel en Alberta, a été vraiment aussi touché. Surtout une période, là, tu sais, maintenant, on a assez de notre linge à laver, là, le linge des autres, on s'en occupe un peu moins, là, mais ils ont eu une période, eux autres, qui a été aussi très problématique, où ce que, juste avant, ils nous aidaient à sortir des ports, mais là, quand il manque d'employés dans les usines, là, on n'était plus capable d'en envoyer là-bas, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que maintenant, il y avait des semaines, pouf, là, ça augmentait, parce que là, les autres étaient pognés vraiment dans les cas. Fait que je sais que les autres, ils ont été touchés beaucoup, mais après ça, ça a été moins pire. Mais tu sais, en même temps, les provinces de l'Ouest ont géré ça plus ouvert que nous autres. C'était comme un petit peu moins problématique. Puis, même là, regarde, l'Alberta, il n'y a plus rien. C'est la première province à tout enlever versus que nous autres, on est encore avec des règles, tu sais. Fait que je sais que l'autre abattoir aussi dans l'Ouest, High Life, a été touché aussi. Mais ça a moins frappé que ils ont peut-être, puis là, sous toute réserve, là, mais j'ai comme l'impression que nous, on a pogné chaque vague assez importante, mais qu'eux autres, ça a été plus tranquille, mettons. Ils ont peut-être eu une période où c'était plus difficile, mais nous autres, à toutes les vagues, quasiment, on était touchés, puis ça nous faisait mal. T'sais. Fait que ça ressemble un peu à ça, le portrait, mais tu sais, écoute, je peux me tromper, là, j'ai pas toute l'information au niveau canadien non plus. Non, c'est bien sûr. Mais il faut comprendre aussi que tout le secteur roule comme un moteur, tu sais. Tu as les saillies, les petits viennent, après ça, ils rentrent dans le parc d'engraissement, après ça, ils s'en vont à l'abattoir, ces places-là sont remplacées par d'autres, tu sais. Il y a un roulement. Mais là, quand ça a barré, là, les ports en attente, il y en a d'autres en arrière là, qui poussent, là, puis là, les trucs continuent à mettre bas, eux autres aussi, là. Ben oui. Fait oui, puis tu sais, ça refoulait, l'historique de grève, l'historique de grève, je me souviens plus de l'abattoir. Je pense que c'était Yamachiche ou en tout cas, je me souviens pas. Il avait été en grève là, une couple d'années. Je pense que ça avait été 2 semaines. Tu sais. Mais quand ils sont tombés en grève, les employés, là, tout le monde disait dans 2 semaines, on va être correct. Tu sais. Tout le monde avait cette espèce d'esprit-là. Fait que le monde disait bon, ben regarde, dans 2 semaines, un peu plus compliqué, puis on va être correct. Mais ça a toffé quasiment 4 mois. Fait que là, c'était l'enfer. Là. Tu sais, des producteurs qui m'envoyaient des vidéos de cochons, là, des porcs prêts pour l'abattoir couchés un sur l'autre, puis mettons dans un parc, t'en mets 30, mais là, il y en avait 90. C'était ça l'enfer que les producteurs ont vécu là, depuis, surtout dans la période de la grève. Après aussi, mais c'était ça. Puis là, il faisait chaud. Tu rentrais dans les bâtiments, puis écoute, les cochons sont empilés partout, tu fais quoi? Puis là, tu es un peu à la merci de la situation comme producteur, là, tu peux pas rien faire. Là, t'sais. Fait que oui, Olimel détournait des cochons, on faisait ça le plus possible. Au niveau des éleveurs, on essayait de vendre des porcelets, tout ça, mais c'est pas juste en cliquant les doigts. Là, des fois, je me faisais appeler par des producteurs qu'ils étaient chez eux, puis ils disaient bon, mais faites ça, faites ça, faites ça. Ouais, mais c'est ce qu'on essaie de faire, mais maintenant, on peut pas tout trouver des options tout en même temps, puis c'est pas action-réaction, là, tu sais. Fait que c'est ça qui était difficile aussi à comprendre. Puis en même temps, avec les médias, c'était d'informer l'état de la situation, qu'est-ce qui se passait. Tu sais, le bien-être animal apprenait beaucoup dans les discussions. Je pense qu'au niveau des médias, on était capable de bien expliquer ce que nous, on vivait comme situation, puis que c'était nous autres qui portaient un peu ça. Est-ce que ça a joué sur la décision de revenir au travail? Écoute, je sais pas, c'est dur à dire, mais du moins, je pense que ça l'a mieux expliqué. Puis les gens, je pense qu'avec la COVID, ont compris aussi, comme tu disais, là, la roue du domaine agroalimentaire, ça marche quand tout le monde travaille ensemble, puis tout le monde avance. Là, quand tu as quelque chose de brisé d'une de ces roues-là, ben, ça peut pas fonctionner. Puis on a fait la démonstration avec la grève que le secteur du sport, s'il y a une chaîne qui brise, un maillon de la chaîne qui brise, ben c'est toute la chaîne au complet qui a des problématiques. Puis là, je suis même pas placé, mais la qualité de la viande, là, les porcs en attente qui est vendue dans les autres marchés, là, quand le consommateur, on le sait qu'il va avoir son filet de porc de telle grosseur, mais quand il ressemble à 3 fois la grosseur qu'il est supposé d'avoir, ben, tu peux perdre de l'argent sur le bord parce que la qualité est là, mais le produit que tu voudrais avoir n'est pas là. Tu sais. Tu vas avoir un produit plus petit, normal, mettons. C'est un peu comme les poulets avec la greffe qu'il y avait eu chez Axel d'Or. Ouais.
Ils veulent avoir un poulet d'une certaine grosseur. Surtout, ça en va au marché de la restauration. Si le poulet arrive là plus gros, la cuisson ne marche plus. Il n'y a plus rien qui marche là, dans le menu, puis tout, là. Tu mets moins de poulet par four, puis c'est tout ça là, qui suit. Là. Le porc qui soit un peu plus gros, peut-être que c'était moins grave parce qu'il va quand même à découpe. Le poulet, il ne s'en va pas à découpe, lui, là. C'est le poulet qui est entier, qui s'en va au restaurant. Non, c'est ça. Puis, une des questions que j'ai eu beaucoup, c'est justement, t'emmènes le poulet, mais les gens disent, ouais, mais on l'a euthanasié des poulets, puis il y en a encore aujourd'hui, là, hein? By the way, là, l'euthanasie de poulet, c'est pas fini, là. Souvent, on en voit parce qu'il y a un producteur qui sort dans les médias, puis c'est un peu comme ça, c'est un peu pour ça que ça sort, mais dans le porc, les gens me disent, on peut euthanasier 100 000 porcs, là, ça sera pas grave, on le voit dans le poulet, sauf que la différence, il faut dire, c'est que les gens n'ont jamais mis d'émotion sur un poulet. Un cochon, ça a été démontré que ça peut devenir un peu plus intelligent. Ça a la capacité. Fait que c'est là que les gens ont mis, mettre des sentiments sur un porc. C'est pour ça que c'est toujours difficile faut toujours le défendre quand on fait de l'élevage du porc, parce que le porc a une capacité, il ne faut pas le nier, a une capacité, sauf qu'il est dans son système qui n'a pas besoin de se développer parce qu'il y a de l'eau, il y a de la moulée. Je ne veux pas faire un cours de science, mais l'humain s'est développé parce qu'il manque des besoins. Mais le porc, il y a tout ce qu'il y a de besoin, son bâtiment, il est à l'abri des intempéries, il y a de l'eau, il y a de la moulée, il y a tout il y a des soins s'il arrive quelque chose. Fait que, oui, il y a le potentiel, mais c'est là que les gens, moi j'ai tout le temps dit, si on aurait tué 100 000 porcs, ça aurait été la fin de la production porcine au Québec. Et les gens auraient dit, regarde, c'est l'enfer, on peut pas faire ça, c'est des animaux qui ont des sentiments, tout ça, puis c'est nous, les producteurs, qui auraient copé de ça, qu'on n'aurait pas été capable de tenir ça, puis que les gens n'auraient pas accepté. Bon, dans le poulet, comme je disais. Ça aurait passé sur votre dos alors que c'était pas de votre faute. C'est un peu comme quand le COVID est arrivé puis qu'il y a eu beaucoup de litres de lait qui ont été jetés. C'était pas à cause des producteurs. C'est parce qu'il y avait quelqu'un à quelque part qui n'était pas capable de le prendre, là. C'est ça. C'était là le problème. C'était pas la faute du producteur. Pas en tout, là. Pas en tout. Non. Non, c'est ça. Puis, des fois, tu vois des. Moi, vu qu'on vient pas du monde agricole, tu as des amis qui te textent, ils disent, mais je vais t'en parler un cochon. Ben oui, c'est parce que j'en fais 6 000 chez nous. Puis là, tu vois des commentaires sur Facebook, mais là, emmenez-moi-les chez nous, puis je vais le prendre. Ben oui, mais là, tu sais comment déboucler ça, un cochon, tu sais. Ouais, puis. C'est là que. Puis donnez-les aux organismes de bienfaisance. Ouais, mais crime, l'usine n'est pas capable de le prendre. Tu peux pas le donner. Non, c'est ça. Puis souvent, mais ces gens-là sont plus équipés pour le faire. Tu sais, les gens ne savent peut-être pas, là, mais peut-être plus, un peu moins pire au IGA, mais comme au Maxi, là, il n'y a plus de boucher comme dans le temps, là, quand il y avait des carcasses de la viande, puis ils découpaient ça. Souvent, c'est déjà tout pré-coupé, puis ils font juste prendre la barquette et la mettre dans le frigidaire à viande. Là. Au IGA, c'est peut-être un petit peu moins pire. Là. Ils ont encore la boucherie, mais il y en a d'autres, Costco, je sais, qui découpent la viande, mais il y a des épiceries où c'est déjà pré-coupé. Là. Fait que c'est pas. Tu sais, de dire, je vais prendre un cochon, je vais le dépiquer moi-même, me dire, tu sais, même nous autres, là, on est 5 chez nous, on prend un cochon, puis à la fin de l'année, on le finit pas de le manger. Là, ça fait du stock. Là. Oh oui, c'est ça. fait que c'est là que tu vois l'importance de la chaîne alimentaire, puis que chaque secteur fait ce qu'il a à faire, puis c'est vrai pour le porc, c'est vrai dans le lait, tu sais. Chaque maillon de la chaîne est vraiment important, puis il faut que tout fonctionne là, pour que ça arrive à avoir part dans l'assiette du consommateur, puis qu'il soit content. Mais le consommateur, il y a des fois, je trouve, la perte de la réalité de la ferme, puis de cette chaîne-là, justement. C'est peut-être revenu un peu plus avec la COVID, mais c'est pas toujours compris comment que ça fonctionne. Ça, c'est clair. Tu sais, j'entendais Christian Verbeck, je l'ai vu dans une entrevue, le président des grandes cultures la semaine passée, qui disait, tu sais, pour faire un cochon, ça prend un grain. Tu sais, c'est ça son alimentation, tu sais. Fait qu'à la base, oui, le cochon est important, mais c'est le maïs, c'est le soya qui est planté dans la terre qui va faire en sorte qu'on va être capable de l'alimenter, tu sais. Fait que mais ça, les gens, on dirait qu'ils l'oublient un petit peu, là. Tu sais, comme si on prend 2020, quand que tout a déboulé, vous aviez des porcs en attente, mais cette année-là, c'était le maïs de la récolte 2019, le maïs qui était vraiment médiocre cet automne-là. Oui.
Fait que ça vous donnait comme une chance d'avoir du maïs de pas trop bonne qualité pendant que le porc est en attente. Ouais, Là, on saute l'année, on arrive avec la 2020, où ce que là, le blé d'Inde est pas mal plus beau. Ouais. Pas mal plus cher aussi. Plus cher. Mais c'est ça. Fait que les C'est porcs ça en qui est attente avec arrivé. du blé d'Inde qui pèse des alentours de 69, 70, là, c'est pas le même game que quand il en paye 62, là. Non. Non, mais tu sais, moi, j'aime bien ça faire des comparaisons de la mienne, là, pour comparer chez nous, là, mais tu sais, j'ai eu. Tu sais, moi, chez nous, dans le fond, à chaque mois, on a environ 480-500 cochons qui viennent au monde, là. Mettons que ça joue là-dedans, que ça soit plus simple pour tout le monde. Mais pendant tout l'été, toute la saison estivale, la grande saison estivale, là, moi, l'été commence aux épandages puis finit aux récoltes, là, ben, j'ai eu une bande, dans le fond, j'ai eu 500 cochons en attente tout le temps. Mais ces cochons-là, je les ai nourris, là. Je les ai nourris à gros prix, puis j'ai manqué mes bons prix d'été pour être capable de sortir ces cochons-là, où ce que souvent, historiquement, les producteurs refont le flux de trésorerie à l'été. Fait que c'est ça qui a été encore plus problématique cet été, c'est que tu avais des cochons en attente, mais qui n'est pas capable de les sortir. Puis là, la moulée coûte cher. Fait que les marges de crédit, là, ça a été dur pour les producteurs. Là. Ça l'est encore aujourd'hui. Là. C'est pas tout le monde qui a été capable de sortir leur inventaire. Là. Mais c'est ça qui a fait mal aussi. Oui, il y a eu le programme. Je me souviens plus du nom. Là. On a eu quand même quelques millions qui ont été envoyés pour les ports en attente. Je me souviens plus les montants là, que ça représentait. Oui, ça donnait un coup de pouce, mais en même temps, ça n'a pas payé ce que les producteurs soutenaient dans leur marge de crédit à l'été. Puis il y avait aussi il n'y avait pas beaucoup de producteurs qui n'avaient pas de porc en attente, mais eux autres qui n'avaient pas de porc en attente, qui livraient dans un autre abattoir, par exemple, mais ils ont passé une période assez exceptionnelle. Là. Écoute, ils sortaient à gros prix dans l'été. Oui, le maïs était cher, mais les prix étaient bons. Fait que, moi, j'ai un de mes amis en particulier que ça a bien été, là. Il n'y avait pas de cochon en attente, ils sortaient dans un autre abattoir que l'email. Fait que ça a bien été pour d'autres, mais malheureusement, ben, les gens qui étaient chez l'animal, ben, ça a été plus difficile, t'sais. Fait que la fin de la grève, pour revenir à ça, la fin de la grève arrive. Écoute, je faisais des entrevues pour dire que, bon, ben, ça va rentrer dans l'ordre, les prochaines semaines vont être difficiles, mais on va travailler, puis ça va bien aller, puis on l'a fait au printemps, on va être capable de le faire à l'automne aussi. Mais, tu sais, ce qui a été le coup de barre, je te dirais, c'est l'annonce de l'email qui voulait laisser aller 750 000, 720 000 parts au départ. Ça a été, je te dirais, le vendredi, quand j'ai appris ça, là, écoute, ça a spiné, ça n'a pas été long. Je me faisais appeler, tu sais, je te mens pas, là. Je répondais, je parlais au producteur, j'avais des appels, je raccrochais avec le producteur qui m'appelait, tu sais. Fait que, là, on savait pas comment on s'alignait, l'incertitude, puis tout ce qui s'en venait. Fait que j'avais pas toutes les réponses aux questions des producteurs, mais il faut toujours essayer. Je pense que moi, je suis comme ça, là. J'essaie de dire, regarde, on va prendre le temps, on prend un peu de recul, on va regarder qu'est-ce qui va se passer, mais on va essayer d'avancer puis trouver des solutions, tout ça. Fait que, suite à la décision, mais malheureusement, je trouve encore aujourd'hui que c'est plate, c'est déplorable. Je pense que, tu sais, on a des cochons qui vont s'en aller dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, puis on va rentrer des cochons de l'Ontario au Québec. Tu sais, ça, bon, regarde, on peut pas, on est allé devant la régie pour essayer de faire reconnaître les ports du Québec comme priorité sur les ports de l'Ontario. Malheureusement, on n'a pas tout gagné ce qu'on voulait, on a gagné une partie. Fait qu'au lieu d'avoir 750 000 qui vont être détournés, ben, ce sera 530 000. Mais ça reste que je trouve que il n'y a pas de logique. Je comprends l'email puis que c'est des clients qui avaient depuis plus longtemps et tout ça, mais ce que je trouve plate, c'est que c'est aussi les producteurs québécois qui ont fait en sorte que l'email est rendu aujourd'hui, tu sais. Puis je comprends leur décision d'affaires, puis mais en même temps, je trouve ça déplorable que la coopérative, dans le fond, Solio, que la coopérative fédérée accepte qu'on rentre des ports de l'Ontario, que les ports du Québec ne soient pas abattus, tu sais, dans les usines du Québec. Mais bon, je pense que ça pourrait faire un show en soi, juste cette décision-là, mais ça, les producteurs l'ont trouvé difficile. Les producteurs l'ont trouvé difficile. C'est sûr que quand on les a vus, là, des états financiers de Solio, dans la dernière année, c'était difficile. On peut pas le nier, mais en même temps, j'ai aussi des producteurs qui ont eu des années difficiles. T'sais. Quand on se compare, on se console. Là. Fait que, oui, on a perdu de l'argent, mais j'ai des producteurs qui ont perdu de l'argent pendant 10 ans. C'est les choses-là, il faut que ça soit adressé aussi. Il faut se dire la vérité. Là.
celui qui a perdu de l'année, c'était de l'argent cette année. Il faut faire attention. C'est correct, ça, je la comprends. Mais il y a des années pendant 2008, 2009, puis après ça, mettons, à partir de 2012, là, 2013, Polymel a acheté aussi plein de choses. Ils ont pris de l'expansion, puis c'est correct. Puis je pense que ça fait sa force aussi à Polymel, mais en même temps, de l'autre côté, fait que les producteurs ne sont pas payés à la juste valeur. Ben, j'en ai eu aussi des états financiers négatifs. Fait que, mais bon, il faut vivre avec la décision qu'on a, il faut voir en avant. Il faut, malgré tout ça, continuer à dire, regarde, on va se tenir serré, mais la décision du 530 000, ben, ça a impacté beaucoup de producteurs. C'est dans le fond des producteurs qui faisaient du port de qualité Québec ou des ports de proximité, mais c'est eux qui ont été touchés le plus. Donc, il y a 3 régions, l'Estrie, Montérégie, puis le centre du Québec qui ont été touchés, qui ont été désassignés. Donc, encore là, il fallait trouver rapidement des façons de les sortir, parler avec des acheteurs aux États-Unis, dans l'Ouest, trouver des transporteurs, parce que ça s'est jamais fait, là, tu sais. 10 000 cochons par semaine, là, ces cochons-là, ils venaient au Québec. Il faut comprendre qu'un transporteur pouvait faire dans une journée 3 runs. Mais là, si le transporteur, je le pogne, je mets 180 cochons dans une run, puis je l'envoie en Ontario, ben, je l'envoie aux États-Unis. Mais là, dans sa semaine, il n'en fera pas 8. Là. Fait que c'est ça qui vient aussi challengeant. Bon, aux éleveurs, Polymel est très collaborateur avec ça. Là, on l'a vu, les éleveurs l'ont dit, là, pour les prochaines semaines, ils vont être aidants, puis il va y avoir des façons de faire. On va travailler avec Polymel beaucoup en collaboration avec eux. Mais ça reste que c'est du nouveau pour tout le monde de sortir des cochons. Le producteur aussi, là, j'avais des producteurs qui m'appelaient parce que tout le monde, vu qu'il y avait tellement d'inquiétudes, tout le monde pensait être coupé, là, ne comprenait pas nécessairement qu'est-ce qu'on avait dans notre convention. Un producteur qui faisait, par exemple, un port sur entente particulière, mais que sa référence était Qualité Québec. Là, il était tout perdu là-dedans. Il disait, moi, je fais du Qualité Québec, je vais te couper. Fait que, ça a tellement amené des incertitudes. Fait que là, aujourd'hui, on sait un peu plus où ce qu'on va aller. Moi, je te dirais que, pour être bien franc, je pense que la prochaine année, on va être capable de s'en sortir, on va être capable de mettre en place les moyens pour arriver à nos fins, sortir les cochons, tout ça. Je ne dis pas que ça va être parfait tout le temps, je ne dis pas qu'il ne fera pas tempête une fois de temps en temps, mais au moins, on va être capable de trouver des solutions pour les producteurs. Puis de l'autre côté, ben, ça coûte extrêmement cher. Mettons que ça peut jouer en 10 à 15 piastres du cochon. Que le producteur va être amputé de son prix. C'est énorme. C'est énorme, cette décision-là. Donc, là encore là, ben, il faut que je maintienne dans ma gang à moi, c'est partagé. Là, les gens disent, ben là, je veux pas perdre 15 pièces du cochon. Puis, fait que, il faut rallier les gens. C'est ça qui va être important de passer à travers cette crise-là, c'est d'être capable d'être unis là-dedans, malgré la problématique. C'est d'être unis là-dedans, puis travailler ensemble pour passer ce bout-là. Puis après ça, espérons-le que la capacité d'abattage revienne éventuellement, puis qu'on soit capable de rabattre ces cochons-là au Québec. Puis, ça va passer un petit peu par là, mais c'est sûr que c'est des bouts difficiles qu'on a à passer pour les prochains mois. Là. Ça, c'est officiel. S'il y en a qui veulent poser des questions, vous avez juste à aller dans votre clavardage là, sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitch. Il n'y a aucun problème. On peut prendre des questions en direct. Ben, je voyais une question de Marianne là, pour la machinerie d'abattage aussi, la grosseur des animaux importe. Oui, ça a été. Tu sais, on s'est fait montrer des photos là, où maintenant, il fallait qu'ils coupent les têtes parce que les têtes traînaient à terre. Fait que là, si l'agence d'inspection des aliments voyait que la viande, la tête traînait à terre, ben là, elle était condamnée. Tu sais. Là, encore là, c'était des pertes. C'est des pertes pour l'abattoir, mais quand c'est des pertes pour l'abattoir, c'est aussi des pertes pour l'industrie au complet. C'est pas juste pour l'abattoir, pour l'acheteur. C'est des pertes pour l'industrie au complet. Là, c'est des retombées économiques de moins. Fait que, tu sais, c'est l'industrie du porc au Québec, là, c'est 26 000 emplois, autant en production qu'en transformation, 2,4 milliards de retombées économiques. Fait que toutes les scènes, on va toutes les prendre, là, ça venait sans faire des pièces. Tu sais. Fait que c'est tout ça que ça emmenait comme problématique au niveau des. Puis, ce qui a été dur aussi, c'est que, tu sais, anciennement, on parlait beaucoup dans le port de faire des samedis, de faire de faire une journée de plus, mais la santé publique empêchait les travailleurs d'usine de se croiser. Fait que donc, souvent, les fins de semaine,
ça va être les gens de chiffre de jour et chiffre de soir qui vont faire le chiffre du samedi, par exemple. Mais là, la santé publique interdisait aux acheteurs de croiser ces deux chiffres-là pour pas augmenter les cas de COVID. Fait qu'il y avait des choses que c'est des producteurs qui me demandaient, mais comment ça qu'ils font pas des samedis? Comment ça qu'ils font pas des samedis? Mais de l'autre côté, c'était pas la décision de l'acheteur, tu sais, c'était la santé publique qui imposait des choses. Question de même. Avant le Oui. COVID, dans un abattoir, je ne sais pas comment ça marche, là. Est-ce que, mettons, la personne de soir, elle arrivait sur le lieu de travail, puis après ça, la personne de jour, elle s'en allait pour que la chaîne n'arrête jamais? Hey, bonne question. Je ne sais pas pantoute. Je ne sais pas pantoute pour être franc. Il y a peut-être différentes. Il y a peut-être dans des usines que ça pouvait arrêter, d'autres que ça recommençait. Mais sûrement que ça l'arrêtait. Là, je vois vraiment par hasard parce que quand il y a des bris de chaîne, ben là, la chaîne arrête au complet. Fait que c'est possible de l'arrêter. Mais je ne sais pas à quel point. Je sais pas. Pour être bien franc, là, je sais pas. Puis on a des petites usines au Québec. Là. Si on irait aux États-Unis, peut-être qu'ils se croisent sa ligne directe là, pour l'abattage. OK. On a un commentaire de Marianne. Ah oui, ça, le manque de personnel, là, il en manquait tout le temps. Là, à un moment donné, je pense que c'est tout le temps ça, c'est-à-dire on veut avoir des samedis, on veut que vous abattez plus, mais maintenant, c'était le personnel qui manquait dans l'abattage. Fait que tu peux pas. L'acheteur a bien beau vouloir augmenter sa capacité d'abattage, mais quand il manque pas de monde, et quand il manque du monde dans l'usine, ben, comme on peut pas, là, tu sais. Mais c'est là aussi la décision de Linel, c'est d'arriver et de dire le manque de main-d'œuvre écoute, je sais pas, les gens sont rendus où depuis la COVID, là, mais ça a explosé le manque de main-d'œuvre. Fait que c'est là qu'eux veulent réduire leur capacité d'abattage pour justement se concentrer sur la plus-value, la valeur ajoutée. C'est ça qui est payant. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec s'est vraiment différencié avec sa transformation, sa deuxième, sa troisième transformation. C'est ça qui est payant. Parce que vendre des quartiers des quartiers ou vendre des morceaux de viande, là, c'est un gros jambon, par exemple, c'est pas intéressant. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas comme ça qu'on s'est démarqué. C'est vraiment d'être à l'écoute des pays étrangers qui sont prêts à payer pour qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, dans le fond, notre force. Fait que, nous, les producteurs, on fait de la qualité. On essaie toujours d'avoir un produit que les acheteurs veulent avoir, mais de l'autre côté, ben, eux autres, leur partie leur partie, c'est justement de s'assurer qu'elle cherchait le maximum des découpes. Fait que c'est là qu'ils étaient plus capables de réaliser ça à cause du manque, ben, de la COVID à base, mais aussi du manque de main-d'œuvre. Puis, au Québec, on s'est aussi on s'est concentré dans le chill pork. Là. Le chill pork, c'est dans le fond, c'est du porc qui n'est pas congelé, mais qui est réfrigéré comme à 1 degré, par exemple. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait me corriger. Là. C'est pas congelé, mais c'est presque congelé. Et quand tu l'envoies sur le bateau après 4 semaines, je pense, de transport, mais quand tu ouvres le sac, c'est comme si tu viendrais de le découper à l'abattoir. Fait que c'est là que quand tu arrives sur des marchés japonais, par exemple, ben, quand ils voient la qualité de la viande, puis que c'est pas congelé, ben, c'est là que tu es capable d'aller chercher un meilleur revenu pour ta viande. C'est ça qui nous a différenciés. Puis Olimel Valley Jonction en faisait aussi beaucoup de chill pork. Tu sais. Fait que c'était ça qui était rentable pour l'industrie. Pour faire le civil, le chill. Faut qu'il soit sous vide. Mais, faut qu'il fasse sous vide. Oui, c'est ça. Oui, je pense que oui. Mais c'est ça, puis là, t'as toute la gestion des containers pour qu'ils soient à ces températures-là. Puis, parce que je sais pas de où, écoute, ça fait quand même quelques années que je suis dans le port, mais je sais pas pourquoi, tout à coup, au Québec, on s'est lancé dans cette technologie-là. Là, mais ce qui est dangereux, c'est que quand tu perds ta place sur un marché, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place à l'étranger. Mais les États-Unis sont sont de plus en plus, ils font beaucoup de chill pork, eux autres aussi. Historiquement, leur porc aux États-Unis était consommé aux États-Unis. Il y avait quand même un peu l'exportation au Canada, au Mexique. Mais là, ils commencent aussi à en envoyer davantage. Puis c'est le chill pork qui leur permet de faire ça. Fait que ça, c'est dangereux. Fait que quand t'es dans une situation comme nous, Canadiens, la COVID, où il y a plein de restrictions, tu n'es pas capable de développer du chill pork, mais tu perds des clients à l'autre côté. Comme je disais, mais ça, c'est l'ensemble de la filière qui perd de l'argent quand on arrive là-dessus.
Fait que c'est bien important de faire de la valeur ajoutée. C'est ça qui nous différencie de pas des pays dans le monde. Les marchés d'exportation, il me semble, ça ne fait pas tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu la Russie qui avait décidé d'arrêter l'importation de porc de quelques usines. C'était pas tout le porc canadien, là. Il y a la Russie, puis il y a la Chine en 2019. La Russie, dans le fond, là, je commençais en production porcine, m'a dire un peu c'est quoi que moi j'ai su à l'époque. Mais tu sais, la guerre Russie-Ukraine présentement, ben, il y avait eu du chicane pas mal en 2013-2014, je peux me tromper dans les dates. Mais il y avait eu un embargo aussi sur les produits canadiens de porc. Fait que c'est là que ça avait commencé. Puis je me souviens d'avoir parlé avec un broker, là, parce que tu sais, il y a des maisons de commerce. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps l'abattoir qui va vendre la viande à l'extérieur. Souvent, il y a des maisons de commerce. Fait que c'est des grandes maisons de commerce qui existent depuis des années. Là. Souvent, mettons, il y en a plusieurs basées à Montréal. Fait que c'est eux qui ont des clients à l'autre bout du monde. Fait que souvent, bon, ils vont appeler l'acheteur, bon, ben, tu sais, moi, je serais capable d'avoir X nombre de tonnes, que tu es capable de me fournir. Fait que des choses comme ça, mais j'avais parlé avec un des employés d'une maison de commerce, mais quand il s'est fait appeler pour dire là, on a un embargo, là, les bateaux, ils sont partis, là, les containers sont ces bateaux. Là. Fait que là, il faut que tu trouves des acheteurs un peu partout sur la planète, mais tu fais quoi? Tu vends un rabais, là. Tu comprends? T'es comme pogné avec ta viande. Fait que ça, mais ça, c'est plus pour l'embargo russe, mais c'est là de la Chine, mais c'est ça ce qui est arrivé aussi, c'est que il avait ciblé des acheteurs. Puis il y avait eu la ractopamine. On utilisait la ractopamine dans le port anciennement. Puis on l'avait retiré en 2013-2014. C'est quoi ça? Puis c'est dans le fond, c'est un produit qui était mis dans la moulée, faisant en sorte que les cochons profitaient plus vite dans les engraissements. Fait qu'il y avait un avantage économique à utiliser ça pour les producteurs. Mais de l'autre côté, la Chine nous avait demandé de retirer ce produit-là. Puis écoute, là, je commençais en production, fait que j'étais moins au courant des décisions. Mais elle nous a demandé de retirer ça, puis le Québec m'avait emboîté le pas là-dedans. Parce que les marchés asiatiques ont toujours été importants. Puis en 2019, c'est là qu'il y avait eu des traces de ractopamine dans une cargaison du Québec. Puis fait que là, ça avait comme commencé comme ça, la fermeture. Après ça, les autres usines ont continué à être fermées. Mais encore aujourd'hui, ces usines-là sont fermées à cause de la COVID. Fait que les usines qui ont eu des cas de COVID ont été fermées à la Chine. Je pense qu'il y a une abattoir au Québec qui est capable d'envoyer encore en Chine. Fait que, tu sais, c'est encore plus difficile parce qu'en 2020, on avait été capable d'exporter beaucoup en Chine. C'est ce qui nous avait aidé pour baisser la bulle de port en attente. C'est que là, on sortait des gros quartiers de viande, du 5-6 quartiers. 5 quartiers, on envoyait ça en Chine, puis ça coûtait quand même, ça payait quand même bien. Fait que c'est ça qui nous avait aidé de passer au travers, puis baisser la bulle de port en attente, puis les acheteurs avaient été capables quand même de faire des bonnes marges de profit parce que la demande était là. Mais là, en 2021, c'était un petit peu différent. Mais jusqu'à ce jour, là, à cause des cas de COVID qui ont augmenté, mais là, la Chine, malheureusement, on voit, il y a toujours, bon, c'est pas des rumeurs, c'est comme des choses non dites, mais que tu peux toujours monter, tu peux toujours aller en Chine, tu peux aller sur Hong Kong pour être capable de rentrer en Chine. Il y a des façons de faire que tu peux mettre en place pour être capable de rentrer ta viande en Asie, mais souvent, il y a un prix, là. Il y a un prix pour rentrer là-bas, tu comprends? Vu que la ligne est plus directe, ben, il y a quelqu'un quelque part qui prend sa passe pour être capable de rentrer en Chine, tu sais. Ça, c'est des affaires, je te dirais, non dit dans des discussions, des fois à gauche puis à droite, mais un moment donné, quand tu colles toute cette information-là, il y a peut-être des choses vraies à travers ça, tu sais. Puis je sais que il n'y a pas longtemps, il y avait encore la peste porcine en Chine, une maladie africaine. Africaine. Ça, c'est l'autre dossier qu'on a depuis déjà quelques années. Alors, on est chanceux parce que le Canada, les États-Unis, ben, les États-Unis n'ont un petit peu dans une de leurs îles, là, j'oublie, si quelqu'un connaît l'île plus que moi, là, j'ai oublié le nom, là, mais
c'est ça, au Canada, on n'en a pas eu. Moi, je pense, pour être franc, je pense qu'il y en a, mais la peste porcine n'a pas été en contact avec des sangliers ou des porcs sauvages ou des porcs d'élevage. Fait que c'est pour ça qu'on n'en trouve pas, mais ce qui nous a aidé, c'est surtout la COVID. T'sais, la COVID a fait en sorte que les gens ont arrêté de voyager. Donc, cette maladie-là, elle pouvait se propager dans des saucissons, mettons, faits en Asie, que les personnes, je sais pas si tu as déjà vu des photos, mais mettons, les douaniers canadiens ou américains qui disaient aujourd'hui, on va voir les chiens, puis ils vont sentir les bouts de saucisses, puis écoute, c'est incroyable ce qu'ils peuvent ramasser en une journée, là. Puis, tu sais, ça peut partir de viande séchée, mais des bouts de tête. Enfin, on a vu des têtes, là, des affaires que tu dis, ouais, on ne peut pas emmener ça en avion, mais il y a des gens qui prenaient la chance de ramener ça. Fait que, tu sais, je pense que cette maladie-là va être présente. Je pense qu'elle est présente sur le territoire canadien, mais on n'a jamais eu dans les élevages, comme je disais. Mais il y a un risque qui va toujours demeurer là. Au niveau de la Chine, il y a des soubresauts, puis tu ne seras pas étonné d'entendre que le pays, la Chine, c'est quand même assez fermé. Fait que l'information que tu as, c'est un peu l'information de la gauche puis à droite. Des fois, c'est dur de vérifier. Mais il y a quand même encore cette pression-là au niveau de la Chine. Donc, positif pour nous si on est capable de renvoyer là-bas. Si on n'est pas capable de rentrer, malheureusement, on ne sera pas capable d'aller chercher le plein marché. Puis, il y a eu quand même différents pays d'Europe qui ont été touchés aussi. L'Allemagne avait été touchée. Au Canada, comment on a essayé de travailler ça, puis ça se travaille encore, c'est d'essayer de faire des zonages qu'on appelle. Donc, des parties, mettons, deux provinces ensemble, ben, eux autres, s'il y en ont, ben, tout va être fermé, mais le reste du Canada pourrait aussi exporter. Mais la problématique de ça, c'est qu'il faut que tu prennes une entente avec un pays qui reconnaît le zonage. Donc, c'est toujours en discussion. Puis tu comprendras que c'est des discussions politiques, fait que ça peut prendre beaucoup de temps avant d'arriver à des ententes de zonage à travers les différents pays. On a quelques pays quand même qu'on a des ententes. Je ne les ai pas par cœur, mais il y a du travail qui est fait au niveau canadien. C'est surtout le Conseil canadien du port qui s'occupe de ça. Nous, au niveau provincial, on a regardé les différentes options pour si on arrivait, mettons, sur un site où ce qu'il fallait faire, où il y avait de la peste porcine, il fallait euthanasier le site pour essayer de concentrer la maladie. Donc, c'est toutes des choses qui sont en place, qui sont discutées. Pour être franc, je trouve que c'est pas assez vite. Je pense que demain matin, on pognerait ça, on trouverait un cas de peste porcine au Québec. Je peux te le dire, ça ne ferait pas beau, là. On serait dans la tempête un peu. On a des meilleurs. Confine tout. Confine tout, ouais, c'est ça. Ils sont déjà pas mal confinés, les cochons. Mais, tu sais, ça serait. On est plus avancé qu'on l'était. Mais je trouve que pour le temps qui a été mis là-dedans, l'énergie, l'argent qui a été mis aussi, je trouve qu'on n'est peut-être pas assez avancé comme industrie. Fait que, tu sais, même au niveau des acheteurs, c'est difficile, eux autres, de s'entendre eux autres mêmes, parce que tu as des acheteurs qui vont envoyer, un acheteur en particulier qui va envoyer tout au Japon. Fait que là, lui, il dit, ben là, moi, si ça arrive, j'aimerais ça être sécurisé. Mais là, les acheteurs qui sont sur le marché canadien ou nord-américain, mais là, il ne veut pas le défendre, lui, parce qu'il dit, là, nous, on veut garder nos marchés. T'sais. Fait que même à travers les différents acheteurs, à travers canadiens, ils n'ont pas toute la même vision de qui pourrait être soutenu ou pas. T'sais. Fait que il y a beaucoup de discussions politiques à travers tout ça, autant dans nos organisations qu'avec les acheteurs, la politique canadienne. Sur le provincial, je n'ai pas ça vraiment, c'est plus le Canada. Toi, quand tu vends ton porc, oui. Tu marches avec la bourse ou c'est un prix qui est négocié autrement avec la Régie des marchés? Dans le fond, au Québec, on a un plan conjoint, donc une mise en marché collective. Il y a une référence de prix qui est basée sur le USDA. Dans le fond, c'est ça qui va établir le prix. On a une formule pour reconvertir le prix US en prix canadien avec notre poids au Québec, avec notre la bourse à Chicago, aussi. Pas le USDA. Ben, la formule est basée sur la formule est basée du USDA. Mais le prix est de Chicago. Fait que c'est comme ça que nous, on a la formule, le prix cut-out, là, qui est plus le prix là, du porc vivant. C'est vraiment au niveau des
des pièces primaires. C'est ça qui a été la grosse différence dans la nouvelle convention. Donc, on va chercher le prix de cette façon dans une formule de fenêtre là, de 90 à 100 % du quota. Donc, c'est ce qui a permis dans les 3 dernières années de ramener plusieurs millions dans les poches des producteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu es sur cette formule-là qu'il y a une année que tu ne seras pas sur le programme ASPA, sauf que ça enlève de la pression sur le programme ASPA aussi, parce que l'argent, tu vas le chercher du marché et non juste du programme ASPA. Donc, c'était ça la grosse différence dans les dernières années. Ça a fait une bonne différence au niveau des poches des producteurs. Malheureusement, avec la dernière année surtout, puis les ports en attente, fait en sorte que des fois, même si tu as un bon prix, mais tu as des cochons dans des bâtisses, ben, tu n'es pas capable de les sortir, il faut que tu les alimentes, les cochons sont pesants. Fait que c'est ça qui est un peu plate, c'est qu'on n'a pas été capable d'aller chercher le prix qu'on aurait voulu, surtout dans la dernière année qui était plus difficile. Mais ça reste que c'est une bonne formule de prix, ça permet en soi d'un partage entre l'acheteur et le producteur pour s'assurer que les deux soient capables de passer au travers, puis d'être capable de réinvestir aussi dans son entreprise, parce que c'est un peu ça le problème, c'est qu'à un moment donné, la production descendait toujours, les producteurs n'étaient pas capables de réinvestir dans leur ferme, fait que ça prend, pour réinvestir, il n'y a pas de secret, là, ça prend de l'argent. Fait que cette formule-là permettait d'aller chercher un meilleur partage de la richesse dans la production. Fait que les producteurs, tu sais, c'est tes producteurs agricoles, là, tu vends du grain, tu veux tout le temps aller chercher le maximum de ton grain, là, mais à un moment donné, il y a une limite. Puis je pense que cette limite-là, avec cette référence-là, vient protéger autant le producteur que l'acheteur en question. T'sais. Parce que sinon, écoute, les producteurs m'appellent qui aimeraient ça bonifier le prix. Là, on veut tout le temps être payé plus cher, on veut tout le temps que ça coûte moins cher, on veut tout le temps être payé plus cher. Fait que c'est un peu comme ça. Puis au niveau de la bourse, ben, on peut prendre des contrats. Les éleveurs de porc qui ont un système pour prendre des contrats, prendre des plus petits contrats. Il y a quand même des frais reliés à ça, mais il n'y a pas d'appel de marge. L'appel de marge est payé à travers les éleveurs de porc, fait que tu n'as pas besoin de te faire appeler par le courtier, puis de faire dire, ben là, cette semaine, il faut que tu avances 10 000, 20 000, 30 000. Fait que tu as cette pression-là qui est moins là, mais tu as des frais supplémentaires à faire. Fait que, tu sais, moi, dans mon cas, je le fais sur le porc, sur le grain aussi, pour être capable justement d'aller chercher un maximum de revenus du marché. Surtout les frais de transport des porcs exportés hors Québec. Non. Dans le fond, la façon que ça va fonctionner, c'est que ce frais-là va être mis sur l'ensemble des ports produits au Québec. Donc, quelqu'un qui a des ports du propriétaire, quelqu'un qui est sur entente particulière pour un port coop, un port agri-marché, le port Robitaille, tout le monde va payer les frais des ports exportés hors Québec. C'est ce qu'on a dans la convention nous permettait ça. Donc, le prix va varier. Je vous dirais, c'est surtout le coût de transport, la perte qui va être reliée au niveau du prix. Vous comprenez qu'on fait un peu du dumping. Là, on envoie des cochons ailleurs, fait qu'on n'est pas capable d'aller chercher nécessairement toujours le meilleur prix. Mais ça peut jouer entre 10 et 15 piastres. Éventuellement, ça va jouer dans le temps. Positif ou négatif, c'est dur à dire pour l'instant. Mais les chiffres qu'on a présentement, ça va jouer aux alentours de ça. 10 à 15 piastres. Un gros merci pour la question. Oui. Parce que je regarde ça là, depuis le mois de janvier, je te dirais. Là. Écoute, la bourse là, dans le port, dans le cut-out, comme ça t'appelle, là. Le prix est vraiment montant. La bourse, Christian, elle est sur le port vivant, dans le fond. Puis okay. La référence de prix est sur le cut-out. C'est deux choses complètement différentes. Là. Okay. Mais la bourse, quand on prend des contrats, on le prend sur le port vivant. Mais la référence est différente. Mais la bourse, c'est capoté. Là. Moi, j'ai pris des contrats dans les... Tu as le lean hog, puis le port cut-out. Fait que dans le fond, c'est plus le lean hog qu'il faut que tu regardes, c'est ça? Non? Ben non. Dans le fond, quand tu prends des contrats à la bourse, tu vas regarder le lean hog, c'est le marché du porc vivant. Mais nous, la référence de prix, elle est basée aussi sur le lean hog, mais on refait une découpe, dans le fond,
des coupes primaires. C'est là que ça nous donne une valeur monétaire. C'est là-dessus que la référence de prix du port qu'on a au Québec. OK. Mais les contrats, quand tu prends des contrats, ben, tu peux prendre des contrats sur le cut-out, mais c'est assez minime, ça n'a pas levé beaucoup. Là. Mais les contrats qu'on prend, c'est vraiment sur le linéaire. Puis là, quand tu suis le marché du port depuis une couple de semaines, écoute, c'était la flambée des prix exceptionnelle pour l'été, mais en même temps, là, moi, je veux pas que mon gars de maïs et du soya, il continue à en vendre aussi cher que ça, là, ça va de mon sens. Là. Ben, présentement, là, c'est le blé, là. Puis ça entraîne Oui, de oui, neige. c'est ça. C'est fou raide, là. Tu sais, je reçois des offres là, à 400$ la tonne pour vendre du maïs. Écoute, est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Ça n'a plus de sens. Tu sais, il y a du monde qui a besoin de ça pour manger, là. Oh, il n'y a pas que des porcs, là, mais le blé, c'est beaucoup dans l'alimentation humaine. Oh, oui, la farine, écoute, le pain, les biscuits, tout ce qui vient avec, là, tu sais. Fait que si lui il monte, ça l'entraîne toutes les autres. C'est pas vrai que le quinoa va rester pas cher parce que le blé il est cher. Fait que ça va tout entraîner. Il y a un effet boule de neige qui est là-dedans. Là. Mais, tu sais, dans le fond, oui, c'est correct de prendre le bon moment puis d'aller chercher l'argent qu'il y a du marché pour se remplir, mais est-ce que justement, pas inconsciemment, mais collectivement, de payer des produits agricoles aussi cher que ça, d'augmenter le prix du panier d'épicerie aussi cher que ça, c'est des questions à se poser là, sur est-ce que c'est correct toujours de payer plus cher, mais en même temps, je me posais la question, puis là, c'est vraiment un éditorial de ça, mais je me disais, tout l'argent qui a été injecté avec la COVID, est-ce qu'on a, là, enlève la guerre en Russie, là, puis est-ce que ça a vraiment, puis en Ukraine, puis ça a vraiment un impact, mais tout coûte plus cher. Tu sais, je me suis acheté un pick-up l'année passée, d'après moi, je pourrais la revendre 15 000 plus cher. Mais est-ce que, justement, d'avoir remis, d'injecter de l'argent massivement dans l'économie, a fait en sorte que des gens puis en télétravail, qui n'avaient plus besoin de deux voitures, tu mets une voiture, tout ça, fait que tu te ramasses avec une capacité peut-être d'achat ou d'emprunt. Écoute, je suis pas économiste, là, mais c'est sûr qu'un économiste qui va se mettre là-dessus, mais est-ce que ça. Puis là, le 2 par 4 a augmenté, là, mais il s'est pas bâti moins de maisons l'année passée. Tu sais, fait qu'à un moment donné, le monde, il paye, continue à payer, mais là, j'ai comme l'impression que tout le monde continue à payer pareil. Là. Fait que là, avec le gaz. D'achat qui est plus élevé, avec des usines qui ferment, fait que là, ça crée de la rareté. Après ça, le monde se garoche pour tout. Non, c'est à l'enfer. C'est ça. Tu sais, t'as des gens, là, tu sais, j'ai des chums qui ont acheté des skidoo, là, puis ça a pris un an avant de l'avoir. Et ils se sont pas dit, ben là, de la merde, tant qu'à attendre un an, je me jetterai pas de skidoo. Mais non, ils ont acheté du skidoo pareil. Fait que là, tu te dis, on est rendu comme consommateur, puis est-ce que c'est nous-mêmes qui créons cette espèce de rareté-là, puis au lieu de se dire, ben, on va s'en passer, mais avec la COVID, on dirait que les gens, ils veulent, tu sais, ils manquent de sensations, je dis souvent, là, tu sais, tu peux plus voyager, tu peux plus voir tes amis, tu peux plus faire de party, tu peux plus rien faire, fait que là, tu vas t'acheter des bébelles pour justement te créer des sensations, te créer du plaisir, tu sais. Fait que là, c'est toute l'économie là, qui est impactée par tout ça. Tu sais, des roulottes, là, il y a du monde qui sont achetés plein de roulottes, qui n'ont jamais eu de roulottes, là, tu sais, mais il fallait qu'ils s'évalent, il fallait qu'ils sortent ailleurs. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce qu'on fait partie, nous autres mêmes, de la problématique de cette denrée-là qui est rare, puis de l'économie qui monte, puis les gens sont prêts à payer pareil, là, tu sais, quand tu achètes une roulotte, tous les campings sont pleins, t'es pogné pour aller camper à Saint-Michel de Bellechasse au bord d'une fosse à Piron. C'est pas glamour, non, mais c'est vrai, c'est fou pareil. Quand tu te mets à penser à tout ça, tu te dis, tu sais, c'est où que ça va s'arrêter? Les chars augmentent, les gens commencent à acheter des chars pareils. Bon, là, avec le prix du gaz, c'est un petit peu moins pire. Les gens, tu sais, mon employé me dit, ben, je vais m'acheter un scooter, tu sais. Mais c'est ça, là, avec le gaz, les gens le voient, mais sinon, moi, autour de moi, depuis 2 ans, j'ai bien vu du monde qui sont rachetés du stock, qui ont juste comme, je vais faire attention à mes finances, là, tu sais. Je sais pas. Mais là, c'est ça, mais là, pour revenir à notre panier d'épicerie, mais que ça vient tout impacter ça. Puis, tu sais, les gens ils vont acheter pareil quand ça va coûter cher, puis, mais je sais pas.
je sais pas comment qu'on va sortir de toute cette crise-là. Mais en même temps, il faut en profiter au bon moment. Là, je veux dire, quand je vois du soya monter au-dessus de 700$, puis mais en même temps, de l'autre côté, le fuel pour ce printemps va augmenter. Les Juste pour engrais faire sont des chers. épandages, les engrais, juste pour faire l'épandage, ça ne sera pas le même coût. Non. Ça a l'air de rien, mais tu pourrais vendre ton fumier plus cher parce que tu n'as pas de terre pour l'épandre. Je sais pas si tu le Moi, vends. Non, moi, je partage les frais 50-50 avec l'ancien propriétaire puis son neveu. Mais j'y ai pensé, énerve-toi pas. Je me suis dit, cette année, ça sera peut-être plus 50-50, tu sais. Mais c'est ça, c'est fou, là, comment ça va coûter. Puis on n'est pas payé plus cher, là. Non. Tu sais, puis ça, c'est pour nous autres, mais tu sais, les salaires des gens, moi, mes employés n'ont pas augmenté de salaire, mais là, le gaz augmente de salaire. Augmente de prix, je veux dire. Fait que c'est ça, fait que pour revenir un peu à nos cochons, ça fait rapidement quand même l'histoire, le tour de la situation des 2 dernières années qui a été vraiment difficile pour les producteurs, qui l'est encore aujourd'hui, qui va s'améliorer. Mais c'est sûr que c'est des années difficiles, là, de voir des cochons en attente comme ça, puis de gérer ça, puis c'est vraiment pas évident, puis je les comprends, les producteurs. Puis, tu sais, comme je disais au début, en fait, il y a beaucoup de producteurs qui m'appellent, sont fâchés, tout ça, mais il faut qu'ils comprennent qu'on essaye, malgré tout, de trouver des solutions, puis d'avancer. Puis, tu sais, la plus belle affaire que moi j'aime, c'est quand le producteur m'appelle, puis il me fait part de sa réflexion, puis souvent, ben là, des fois, je corrige le tir parce que, comme je disais tantôt, des fois, tu es chez vous, dans ta ferme, tu penses, puis là, tu trouves la solution, mais des fois, tu n'as pas tout l'historique derrière pour comprendre c'est quoi les moves qui ont été faits. T'sais. Fait qu'il faut tout comprendre ça. Puis moi, je prends le temps toujours moi et les autres présidents régionaux, on prend toujours le temps de répondre le plus possible aux, aux producteurs parce que c'est important, c'est notre rôle. Mais tu sais, l'avenir de la production, c'est sûr que c'est dur à voir. Tu sais, le long terme, là, de dire on va se projeter dans 3, 4, 5 ans, puis essayer de développer tout ça, parce que c'est vrai, j'en ai même pas parlé, mais le fait de réduire le 530 000 a fait en sorte que ça l'a mis comme un moratoire sur la production porcine au Québec. Là. Tu peux plus bâtir de porcherie. Là. C'est fini, tu n'auras pas de numéro pour livrer à l'abattoir, tu n'auras pas de numéro à QC, tu n'auras pas de numéro de traçabilité, tu n'auras rien. Fait que le développement de la production, pour l'instant, est stagné par cette annonce-là. Là, c'est l'ensemble des producteurs. Fait qu'un producteur qui livre, qui fait du porc biologique, par exemple, qui avait un autre projet de bâtir un autre engraissement biologique, puis il était chez Breton, puis tout était correct, mais il est bloqué aussi parce que le collectif, ça a des beaux côtés, mais des fois, ça a des mauvais côtés. Mais là, c'est un des mauvais côtés, c'est que on gère ça tout égal pour tout le monde, tu sais. Fait que ce bout-là, il est dur à gérer aussi. Les producteurs, ils m'appelaient, ils me disaient, oh, mais moi, j'avais un projet, là, l'année prochaine, je faisais ça. Mais là, c'est fini. C'est fini pour l'instant. Fait que c'est pour ça que l'avenir est très dur de dire comment qu'on va déterminer ça, comment qu'on va, ça va être quoi l'avenir dans la production. Tu sais, un jeune qui se lance en production porcine, là, on va te dire, il faut être à Windsor, puis moi, je me suis tout le temps dit, on va se battre sa productivité, on va dans nos bâtisses, on va checker le coût de production. Mais là, malgré tout ça, si tu fais ça comme il faut, mais ça se peut que de l'autre côté, ça soit difficile parce que vu les circonstances dans l'abattage au Québec. Fait que c'est sûr, c'est peut-être un peu négatif ce que je dis, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut avancer, il faut quand même avoir une vision, garder le cap de son entreprise qu'on s'est mis. Sauf que là, il m'a dit, je disais quand on était jeune, tu te fais mettre une coupe de bâton dans les raies, là, puis ça pète, mais c'est pas toi qui gère ce risque-là. C'est ça qui est bien difficile pour les producteurs. Mais moi, j'essaie de faire le mieux possible, d'avancer ça, puis d'essayer de faire de mon mieux pour trouver des solutions pour continuer. Tu sais, moi, je 35 ans, c'est encore jeune. Là. Fait qu'on vient d'acheter, tu sais, ça va faire 10 ans qu'on a acheté. Fait que je démarre en vrai ma carrière en production agricole. Là, tu sais, fait que moi, je veux que ça continue. Je veux que tu sais, moi, j'ai pas une grosse entreprise. Là, j'ai 203 naissants finissants. Tu sais, je veux que les plus petites entreprises restent là. Je veux pas juste que ça soit des gros. Ben correct, c'est des qui en veulent des grosses. Moi, j'en veux pas, mais il faut que tous les modèles restent en place. C'est ça qui en fait sa force à la filière porcine québécoise. Là, c'est que
si tu sais, j'ai visité les sites aux États-Unis, là, c'était 10 000 truies sur le même site, là, mais quand ça plante la maladie, là, je peux te dire que c'est impacté pas mal, mais nous autres, d'avoir différentes grosseurs de fermes au Québec fait en sorte que, oui, il y a de la maladie, mais en même temps, il est plus résilient parce qu'il y a différents modèles. C'est ça qui est en fait notre force. Dans l'Est, c'est la même affaire. Le fait d'avoir différents modèles fait en sorte que tu es plus résilient quand il arrive des situations difficiles. Fait que je crois encore en production. Je pense on a un peu de tough à passer, mais on va y arriver, je suis convaincu. Mais il faut rester positif. C'est pas évident dans la situation qu'on est là, c'est clair. Ah non, faut pas lâcher. Faut vraiment pas lâcher. Là. Il y a des bouts rough, là, mais écoute, à un moment donné, le soleil va finir par briller. Là. Oui, mais c'est ça, mais dans cette période-là, c'est pas la période de se diviser, mais c'est plus de rester unis, puis d'essayer justement de comprendre la réalité des autres, puis d'avancer ensemble, puis pas de pas se craquer, là, chacun chez soi, puis comme tu dis, maintenant, à force de passer, force que le temps va avancer, le soleil va arriver, puis ça va être du passé, là, mais c'est sûr que ça va être tough là, les prochains mois, c'est sûr. Good. Fait que, Louis, ça fait-tu pas mal le tour? Ou, Oui, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais parler. Puis, bon, il y a différents sujets que j'ai peut-être pas parlé, là, mais pour faire un recap des 2 dernières années, je pense que ça fait pas mal le tour de qu'on vous laisse parler, puis de mettre des choses, d'expliquer des choses qui s'est passées surtout les 2 dernières années. Good. Si jamais il y en a qui ont d'autres questions à poser, là, allez-y, c'est le temps, parce qu'on va finir ça bientôt. Là. Ben oui, mais sinon, je suis disponible, écoute, n'importe quand, là, Facebook, vous pouvez me rejoindre facilement sur mon Facebook, sur le podcast, là. Christian avait mis le logo aussi, même si c'est des questions plus politiques ou éleveurs, quand ça rentre sur le podcast, je vais les rendre pareil, là, mais c'est ça. Je suis bien content d'avoir fait le show avec toi, Christian, de parler de politique. Je vous dis souvent que chez nous, un va pas sans l'autre. Parce que les éleveurs, pour moi, dans ma philosophie, mais notre philosophie, là, mais c'est qu'un va avec l'autre. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. C'était pour ça que l'implication, pour moi, aux éleveurs de porc, c'était facile parce que je voulais comprendre les décisions qui étaient prises à Longueuil. Je voulais comprendre dans ma ferme qu'est-ce qui se passait. J'encourage, j'ai un petit plug, là, mais j'encourage les gens à s'impliquer aussi. Ça, peu importe le domaine, là, ou des fois c'est municipal, mais quand tu t'impliques, tu es capable de faire avancer les choses, faire évoluer les choses, puis changer des problématiques des fois. Puis moi, c'est le secteur du sport. Là. Des fois, je dis à ma blonde, je vais être maire de ma municipalité, là, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais non, c'est ça. L'implication, ça amène aussi beaucoup de choses, tu sais, beaucoup de gens que tu rencontres, des choses exceptionnelles, des moments exceptionnels. Tu sais, dans ma courte carrière d'implication, il y a des choses que j'ai vécues exceptionnelles que je pensais jamais vivre. Là. Tu sais, tu rencontres le premier ministre, tu sais, ça a l'air un peu anodin de rencontrer le premier ministre, mais de le rencontrer dans un cadre où tu vas poser des questions, puis bon, il n'y a peut-être pas eu tout le temps des réponses à nos questions, puis il y a eu des choses faites, mais ça reste que tu as la possibilité de faire ces genres de rencontres-là. Pour ça, en tout cas, moi, ça me passionne. Je me suis envoyé un message via YouTube. Fait qu'on voit le petit logo de YouTube. Oui, je l'ai vu. Hein. C'est quand même pas pire ta plateforme, sérieusement. Je trouve ça le fun, interactif, puis c'est assez facile à gérer. Là, fait que non, c'est super cool. Ouais, c'est ça, puis ça prend pas un ordinateur. Ben là, je l'ai changé parce que l'autre est à plein, mais ça prend pas une machine de l'enfer, mettons, pour le faire virer. Tu peux le faire à partir d'un iPad tout court. Ah ouais, mais c'est ça, nous autres, avec le podcast, ça avait pris à JP, il a fallu qu'il s'est acheté un ordi de gamer, là, pour être capable de pousser parce que vu qu'on le fait à distance aussi, les vidéos en arrière de nous autres, c'était comme un peu plus compliqué. Fait qu'il y avait son laptop, là, il y avait juste un laptop au début, puis il chauffait. Et c'est bon, OK? Oui, tu touchais, là, il était brûlant. Là, fait que là, il y a une grosse affaire. C'est quasiment gros comme un frigidaire. J'exagère, là, mais une grosse sudeuse, mettons. Ben, regarde, moi, je peux changer l'arrière-plan. Check bien ça.
en vidéo, puis regarde, là, posez vos questions qui passent son temps à bouger. Oh, oui. Ah non, c'est vraiment cool. Fait que là, j'ai rapetissé les logos, j'ai arrêté la chose qui arrête de bouger aussi, là. Fait que, bon, ben, c'est cool. Écoute, je te remercie beaucoup. Ben, c'est toi qui m'avais proposé ça. Moi, ça me le tentait de le faire avec toi. Puis, écoute, j'ai accepté, c'est sûr. J'avais pas refusé ça. En live, en plus, c'est comme une première pour de vrai. Là, pour moi, là, tout est habitué là-dedans, par exemple. Oui, c'est ça. On fait tout le temps ça live, nous autres, mais c'est différent, là. Mais non, c'est cool. Merci d'avoir accepté. Puis, on s'en reprend éventuellement. Là. Je pense que d'autres sujets on pourrait parler peut-être de d'autres choses que du sport. Ben oui, il n'y a pas de problème. Donc, sur ça, tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez suivre la page des podcasts sur Facebook, la page des podcasts agricoles aussi sur Facebook. Puis, comme Louis-Philippe disait, si vous avez d'autres questions à lui poser par après, il n'y a aucun problème. Posez-lui, il va se faire un plaisir de vous y répondre. Donc, sur ce, bonsoir. Bonsoir. Bye.